Bonjour. Alors, on m'a demandé de parler de l'écologie de l'homme. Pour introduire ce thème, j'aimerais vous citer d'abord quelques phrases extraites de La connaissance de la vie de Georges Canguilhem, Connaissance de la vie publiée en 1952. Je cite: L'homme peut considérer la nature de deux façons. Ou bien il se sent un enfant de la nature et éprouve à son égard un sentiment d'appartenance et de subordination. Il se voit dans la nature et il voit la nature en lui. Je répète, ça c'est la phrase clé. Il se voit dans la nature et il voit la nature en lui. Ou bien il se tient face à la nature comme devant un objet étranger, indéfinissable. Fin de citation. Voici résumées les deux positions que l'homme peut adopter quand il se targue d'écologie. Ou bien il est écologiste parce qu'il est profondément dans la nature et de la nature, ou bien il est écologiste parce qu'il tient sur la nature un discours scientifique qui la considère comme un objet étranger, qui se tiendrait face à lui comme un objet théorique. Ah si, autant pour moi. Donc l'écologie de l'homme... Non ? C'est bon ? Très bien. On parlera de la technique et de ses déboires un peu plus tard. Donc l'écologie de l'homme est à mon sens une expression ambiguë qui peut donc recouvrir deux réalités à la fois opposées et complémentaires. En effet, de quoi parle-t-on quand on parle d'écologie de l'homme ? Premièrement, parle-t-on de l'écologie dont l'homme est le sujet, c'est-à-dire celle qu'il élabore dans ses laboratoires, dans ses discours politiques, l'écologie dont on parle ? Ou bien parle-t-on de l'écologie dont l'homme est l'objet, c'est-à-dire l'écologie qui inclut l'homme dans les équilibres qu'elle étudie ? Chaque conception pose un même problème. Dans la première option, l'homme sujet d'écologie, l'homme se propose d'étudier la nature comme s'il n'en faisait pas partie. Et cela a, nous le verrons, plusieurs conséquences très dommageables, dont deux d'abord. Cela ôte à l'écologie toute sa dimension éthique et politique pour en faire artificiellement un objet d'étude neutre. L'homme ne se sent pas concerné par les phénomènes qu'il analyse. Deuxième problème, cela conduirait au contraire à la tentation d'exclure carrément l'homme des équilibres qu'il étudie, c'est-à-dire de souhaiter sa disparition effective. De dire j'étudie les équilibres de la nature, comme s'ils ne me concernaient pas. D'ailleurs, je me remarque qu'il se porte bien mieux sans moi, donc tant qu'à faire, autant exclure carrément l'homme de la nature et tout le monde se porterait mieux. Bon, contestable. Mais la seconde option, l'homme qui serait uniquement objet d'écologie, n'est pas exempte d'ambiguïté pour autant. Car si l'homme se pose comme un élément parmi d'autres dans la nature, alors comment expliquer qu'il soit à même de prendre assez de distance pour étudier les équilibres dont il dépend ? Si je suis de la nature comme n'importe quel animal, comment expliquer que je sois à même de théoriser cette dépendance, d'en parler, de la prendre en compte dans mes discours scientifiques, éthiques, politiques, etc. Car au fond, et c'est bien là tout le problème, même si l'homme dit faire partie de la nature, il n'en reste pas moins que ce sont les hommes et les hommes seuls qui peuvent faire de l'écologie une discipline théorique, scientifique, un enjeu moral et politique. Un monde sans hommes comporterait des équilibres, mais pas d'écologie. En d'autres termes, tout le problème est que l'homme est à la fois sujet et objet de l'écologie, juge et partie. On le verra aussi, à la fois responsable et victime des désastres qu'il opère. Il est dans la nature comme vivant, mais hors de la nature dès lors qu'il s'agit de théoriser la vie qui l'anime. Bref, on en arrive à l'éternelle question que je ne prétends pas résoudre ici, de la place de l'homme dans la nature. Nous verrons donc dans un premier temps comment l'homme s'insère dans un réseau d'équilibre naturel qui le constitue objet d'écologie. Il ne peut y avoir d'homme sans les équilibres écologiques dont il dépend. Dans un second moment, nous verrons que seul l'homme est à même de formuler une écologie, de prendre conscience de ces équilibres et donc d'en être responsable. Il ne peut y avoir d'écologie sans l'homme. Donc je résume, grand 1, pas d'homme sans écologie, grand 2, pas d'écologie sans l'homme. Donc, première partie, l'homme est un être vivant. Sur ce point, tout le monde s'accorde à peu près. Or, ce qui définit le mieux le vivant, c'est son interdépendance. Un caillou n'a besoin que de lui-même pour exister. Monsieur Rouvillois nous a bien montré tout à l'heure comment la famille est un des maillons fondamentaux de cette série d'interdépendances qui caractérise l'homme et même le vivant, en général, le vivant comme sujet d'une génération. Donc le caillou se suffit très bien tout seul.
En revanche, la moindre bactérie ne survit qu'au sein d'un système d'interaction extraordinairement complexe. De ce constat vient la définition canonique de l'écologie, telle que formulée par Ernst Haeckel en 1866, je cite, « L'écologie est la science des relations des organismes avec le monde environnant, c'est-à-dire, dans un sens large, la science des conditions d'existence. » La science des conditions d'existence. Précisons dès maintenant que le monde environnant recouvre pour l'homme une réalité bien plus vaste que la seule chaîne alimentaire. Le monde environnant, ce sont les paysages, naturels ou urbains, les autres hommes, la famille, la cité, le pays, mais même la culture ambiante, humaniste ou mortifère, etc. Je dirais donc que les besoins écologiques de l'homme vont se complexifiant au fur et à mesure que ses besoins les plus primaires sont satisfaits. On peut schématiquement lister 3 grandes catégories de besoins. Premièrement, manger, boire. De ce besoin découle l'importance de la chaîne alimentaire, du climat, de la géographie, etc. Parce que dans un monde où il y a 5-6 degrés supplémentaires aux températures constatées actuellement, on ne peut plus manger, on ne peut plus boire, les paysages sont transformés, on ne peut plus vivre. Donc les besoins élémentaires ne sont pas satisfaits. Deuxième besoin, se reproduire. Et alors, de ce besoin découle l'importance du monde social et politique, du rapport aux autres en général, donc du monde éthique dans lequel nous évoluons, et qui nous permet ensuite de donner la vie à d'autres personnes. Troisième besoin, donner un sens à sa vie, et de ce besoin découle, à mon sens, l'importance du contexte culturel. Développer tous ces éléments constituerait une véritable science des conditions de l'existence humaine, une véritable écologie de l'homme. On pourrait même dire que la philosophie, en ce sens, est une écologie de l'homme, mais cela nous mènerait un peu loin. Oublier le monde social et culturel quand on fait de l'écologie, c'est considérer que ne sont réels, ou du moins importants, que les besoins strictement naturels, que seul le monde naturel est digne d'intérêt. Mais entre parenthèses, la culture n'est-elle pas aussi naturelle et réelle que la sauvagerie ? J'ouvre la question. Mais cette erreur est moins fondamentale que celle qui consiste à négliger complètement la dimension naturelle de l'homme. Car celle-ci constitue le fondement des autres. L'homme peut survivre dans un monde politique inhospitalier ou une culture de mort. Il ne peut pas survivre dans un monde où les équilibres climatiques et la chaîne alimentaire sont rompus. On ne peut pas demander à l'homme de constituer une cité harmonieuse et féconde dans un lieu où les rivières sont asséchées, où plus rien ne pousse et que les Occidentaux ont transformé en une poubelle à ciel ouvert. Alors j'évoque là les fameux cimetières numériques du Ghana. Donc sachez que les ordinateurs ne sont pas recyclables et que quand un ordinateur ne marche plus, il est envoyé au Ghana ou dans d'autres pays d'Afrique où on les stocke à ciel ouvert dans des plaines qui constituaient avant l'habitation de nombreuses populations. L'écologie de l'homme, c'est donc prendre conscience aussi bien des désastres c'est prendre conscience que bien souvent des désastres humains sont le résultat d'un désastre écologique et que bien souvent les désastres écologiques sont le résultat d'une action humaine. Si l'homme, on a vu en introduction, est à la fois sujet et objet de l'écologie, c'est qu'il est aussi le responsable et la victime de la crise écologique. Par exemple, parce que là on parle un peu abstraitement, que coûtent nos téléphones portables ? C'est le moment où je vous culpabilise un peu. Les téléphones, tout comme les ordinateurs et autres technologies informatiques, ont un coût environnemental excessivement élevé. En Chine, un lac est ainsi devenu radioactif après les traitements exigés pour isoler le néodyme, qui est un aimant indispensable au fonctionnement de nos téléphones. L'eau des pluies n'étant plus potable, cette contamination, que même les autorités locales ont voulu cacher, a obligé les habitants de la région à aller vivre ailleurs. On voit bien ici comment sont liés sauvagerie capitaliste, désastre écologique, hypocrisie politique et catastrophe humaine. C'est sans parler des mines de coltan, dont l'enjeu, donc le coltan c'est un élément absolument indispensable au fonctionnement des téléphones portables. Donc mine de coltan dont l'enjeu, en plus du désastre écologique et des milliers d'hommes décédés dans les mines, est la cause d'une guérilla qui compte déjà 5 millions de morts. Donc il ne s'agit pas de vous culpabiliser d'avoir un téléphone, j'en ai un, je surveille l'heure dessus, mais seulement d'appeler à une consommation raisonnée de ce type d'outil qui est absolument nécessaire maintenant dans la vie moderne telle qu'elle a été construite. Ah, on peut tweetez-le, c'est bien, comme ça on en fait un usage utile au moins. Alors on pourrait encore développer le cas pour bien montrer que souvent les catastrophes humaines, donc qui semblent ne concerner que l'homme, ont une cause écologique. On peut encore développer le cas des éco-réfugiés
ou réfugiés climatiques qui attendent toujours d'avoir un statut juridique. On ne leur reconnaît pas le statut de réfugié, et je vais m'étendre un petit peu là-dessus parce que ça me semble d'actualité. Donc il faut savoir que selon un rapport de prospective produit par l'organisation humanitaire britannique Christian Aid, il y aurait déjà 163 millions de personnes ayant dû quitter leur foyer suite aux conflits, catastrophes naturelles et grands projets de développement. Donc les grands projets de développement, c'est les mines, les barrages, la périurbanisation, les cultures d'agrocarburants, etc., etc. Donc par exemple en Afrique du Sud, les agrocarburants ont complètement remplacé l'agriculture vivrière. Donc il faut faire attention quand on est content d'avoir son moteur qui fonctionne avec des agrocarburants parce que ça a aussi causé des grosses catastrophes. De 2000 à 2050, ce sont au moins 1 milliard de personnes qui devraient migrer de par le monde, dont plus de la moitié pour s'adapter au réchauffement climatique ou en fuir certaines conséquences. 645 millions migreraient pour des raisons énergétiques, 50 millions à cause de conflits et atteintes aux droits de l'homme, pouvant être exacerbés par la déforestation, le manque d'eau et la perte continue de terres arables. Il faut savoir qu'avant le printemps des peuples en Syrie, en 2011, il y a eu une sécheresse qui a ravagé les cultures et qui a été la cause de la misère sur laquelle a prospéré Daesh. Donc, il faut avoir vraiment tous ces phénomènes en tête. 250 millions de personnes migreraient à cause de phénomènes directement induits par le dérèglement climatique. Donc inondations, sécheresse, pénurie d'eau et d'aliments, maladies émergentes, il y a des nouvelles maladies qui saccagent certains pays déjà. Donc on le voit, quelle que soit par ailleurs son opinion sur les causes humaines ou non du climat, la simple augmentation, on le voit donc, le terme de réfugié climatique recouvre une réalité bien plus complexe que la simple augmentation de la température terrestre. On ne peut nier que la périurbanisation, le développement des agrocarburants, la déforestation, etc. ne soient des catastrophes écologiques dont l'origine est humaine. On voit donc que l'écologie de l'homme consiste aussi bien à reconnaître les causes écologiques de certaines catastrophes humaines qu'à apporter une réponse politique, et non pas seulement scientifique et technique, aux crises écologiques. Mais faire de l'homme l'objet de l'écologie a une autre conséquence, plus politique, conséquence qui me semble plus directement proche des combats que nous menons ici. En effet, nous avons vu que l'homme faisait partie de la nature. Cela introduit logiquement la question de la nature humaine, et donc de sa préservation. Donc, avant cela, il faut préciser une ambiguïté de langage sur le terme nature. Ambiguïté qui me semble la cause de beaucoup de mécompréhensions entre nous et nos adversaires politiques. En philosophie antique et médiévale, et pour beaucoup d'entre nous je pense, la nature c'est l'essence d'une chose. On va parler de la nature de l'homme, la nature du cheval, la nature du pingouin, c'est non pas un ensemble de caractères figés, une définition qui serait une prison, mais ce qui définit l'état de perfection d'un objet donné. En philosophie médiévale, la nature humaine, c'est pas la base de ce que tout le monde a. Au contraire, la nature humaine, c'est l'accomplissement parfait de ce qui constitue l'homme. C'est un horizon. Mais, deuxième définition contradictoire, depuis les découvertes de Newton et de Copernic notamment, la nature désigne plutôt un ensemble de lois mécaniques dépourvues de sens, qui organisent le monde et les corps, vivants ou inertes, qui le peuplent. La nature d'une chose, dans cette perspective, ce n'est plus sa perfection, mais l'ensemble des mécanismes qui la régissent. Donc quand on parle de nature humaine, on entend soit la perfection de l'homme, qui est différente de la perfection du cheval, perfection qui se trouve toujours devant lui comme un horizon, soit l'ensemble des mécanismes qui organisent le corps humain, mécanismes qui n'ont aucun sens en eux-mêmes et qu'il s'agirait bien plutôt d'améliorer. Donc quand on parle de nature, il y a des gens qui se rebellent contre ça quand on leur dit il faut respecter la nature humaine, parce que pour eux, la nature humaine, c'est les mécanismes qui organisent la digestion, le transit, tout ça. Et donc quand on leur dit bah non, il ne faut pas toucher à ça, c'est sacré, machin, et ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas comprendre ce qu'on leur dit parce qu'ils raisonnent avec un système philosophique qui est différent du nôtre. Il faut vraiment en avoir conscience et se mettre d'accord. Parce que si on dit aux gens mais la nature humaine, c'est ce qui distingue sa perfection par opposition à la perfection d'un pingouin, ben, en général, les gens déjà tombent plus d'accord. Donc, dans le premier sens, la nature est ce qui délimite un horizon d'action et de sens. Dans le second cas, la nature est ce qui délimite une prison de matière et de pesanteur. De même, la nature au sens large peut soit désigner un tout harmonieux, fait d'équilibre sensé, a priori c'est la définition de l'écologie, soit un milieu sauvage fait de lois arbitraires. Donc pour des gens, la nature ne vaut pas la peine d'être défendue parce que c'est c'est la loi de la jungle. Pour beaucoup de gens, la nature, c'est la jungle. Donc il faut lutter contre la nature. Voilà, donc il faut savoir de quoi on parle. Donc, or, si la nature part du principe que les équilibres naturels ont un sens qui doit être préservé, si l'écologie part du principe
que les équilibres naturels ont un sens qui doit être préservé, alors elle doit appliquer la même définition à l'homme, dont la nature doit être sauvegardée. Si vous rencontrez un écolo, prenez un gars de LV par exemple, qui vous dit « Ah là là, la nature c'est fait d'équilibre, c'est merveilleux, il ne faut pas y toucher », vous êtes en droit de lui répondre « Mais dans ce cas, il faut appliquer ta définition à l'homme lui-même ». L'homme qui dépend d'équilibres subtils, des équilibres familiaux, des équilibres politiques, mais des équilibres naturels aussi, qu'il ne faut pas bouleverser sans savoir ce qu'on fait. C'est la raison pour laquelle, d'après moi, l'écologie est un bioconservatisme qui veut conserver le vivant tel qu'il est, contre les utopies transhumanistes qui prétendent améliorer les performances humaines en dépit des équilibres subtils qui en seraient perturbés. Donc, soit dit en passant, c'est la même logique que ceux qui désirent améliorer notre environnement naturel par des techniques intrusives qui méconnaissent les interactions écologiques. En d'autres termes, eugénisme, OGM, même combat. Non mais c'est vrai, c'est la même chose, c'est la même logique qui est à l'œuvre derrière les OGM, c'est-à-dire on va modifier les semences vivantes pour que la nature soit plus performante, quitte à ruiner les écosystèmes ensuite. C'est la même logique que celle qui consiste à dire on va bidouiller des embryons humains, on va sélectionner les plus performants pour faire en sorte que seuls les meilleurs survivent, quitte ensuite à perturber les équilibres familiaux, humains, sur lesquels sont basées notre société. C'est la même chose. En tout cas, c'est ma conviction. L'écologie de l'homme devrait donc aussi être une réflexion sur ce qui constitue et conditionne la perfection humaine et ce qui pourrait la menacer. Par exemple, est-ce que le fait de fabriquer et de congeler des embryons en laboratoire est compatible avec l'existence d'une vie réellement humaine sur Terre ? Si vous avez un peu écouté, puisque Béatrice en a parlé, ce que j'avais dit au forum sur la GPA le 8 mars, en laboratoire actuellement, il y a des tentatives pour fabriquer des embryons ex nihilo. Donc par exemple, on arrive maintenant, ça y est, à reprogrammer des cellules humaines pour en faire des gamètes. Ça marche que pour les femmes. Je suis une femme, j'ai des ovules. On est en train de faire des tentatives, et plutôt fructueuses, pour me prendre une cellule de peau et la reprogrammer pour en faire une gamète mâle, de telle manière à ce que je puisse m'auto-féconder. Et si je suis un être parfait, comme ça, reproduire la perfection à l'infini et être de plus en plus performante. Donc voilà, il faut savoir que je dis pas que ça va aboutir, je dis qu'il y a des gens qui dépensent de gros crédits pour essayer de réaliser ça. Donc il y a de l'argent là-dedans. Est-ce que augmenter artificiellement la vie humaine, donc avec des prothèses, avec des modifications de tout genre, au risque de créer une humanité à deux vitesses, est compatible avec un monde de relations réellement humaines, etc., etc. C'est ça l'écologie de l'homme. Alors je voudrais juste vous raconter une anecdote. Est-ce que j'ai le temps ? Oui, j'ai le temps. Ce matin, en mettant un body à mon fils, un juste corps, il faut parler français, je me suis rendu compte, juste corps acheté d'occasion, que c'était écrit dessus toujours plus et derrière haut. Toujours plus haut. Donc toujours plus haut. C'est ce qui était écrit sur le body d'un enfant. Donc vous voyez l'idée de la performance, augmenter ses capacités toujours au-delà, ça commence dès le plus jeune âge. Hein. C'est écrit sur des body taille 6 mois. Voilà, donc ça imprègne quand même notre société. Voilà. Moi, ça m'a choquée. Enfin, après, je suis peut-être un petit peu susceptible sur ce genre de questions. Donc voilà, donc ça c'était l'homme comme objet d'écologie. Vous voyez que ça englobe quand même des dimensions très différentes. Mais j'aimerais maintenant parler de l'homme comme sujet d'écologie. Il ne faudrait pas non plus oublier qu'il n'y a d'écologie que dans la mesure où il y a des hommes pour la théoriser. Mais attention, s'il faut un homme pour théoriser la crise écologique, si l'écologie est un discours, et aussi un discours scientifique, il ne faudrait pas que l'homme adopte face à la nature une position neutre et désincarnée de savant devant une réaction intéressante en laboratoire. Parce que l'écologie, c'est aussi une discipline scientifique. Quand on fait des sciences de la Terre, il me semble qu'il y a un professeur en sciences de la Terre qui a parlé hier, je ne sais pas s'il est encore là, on peut se spécialiser en écologie. Donc on va étudier en laboratoire ou même sur le terrain les équilibres, etc. Mais en se constituant un objet neutre qui ne nous concerne pas. Or, c'est justement, il me semble, cette attitude de l'homme savant qui est l'une des causes de la catastrophe écologique. Je m'explique. Le savant moderne réduit tout à des mécanismes neutres, y compris lui-même. Ces mécanismes n'ont aucune valeur en eux-mêmes et on peut au mieux en tirer profit. C'est-à-dire que derrière, quand on neutralise le vivant pour l'étudier, on neutralise également sa charge éthique. Et on peut du coup le manipuler dans tous les sens du terme, le manipuler en laboratoire et le manipuler pour en tirer profit. C'est ce qui nous a menés là où on sait. Or, aborder la catastrophe écologique avec le regard atone du scientifique, n'y voir que des enchaînements mécaniques de causes et d'effets, et vouloir y apporter une solution uniquement technique,
c'est vouloir résoudre le problème par l'attitude même qui l'a causé. C'est d'après moi l'illusion du développement durable, qui consiste à croire que l'on résoudra par plus de techniques des problèmes causés précisément par un regard technique causé sur le monde. Ah ben on a épuisé toutes les ressources de la planète avec, à force de prendre du pétrole, mais c'est pas grave, on va trouver d'autres carburants, donc d'autres ressources à piller. C'est super, comme ça on va résoudre le problème. Bon, alors qu'est-ce que c'est que ce regard technique que je mets en cause? Qu'est-ce que c'est qu'avoir un regard technique sur le vivant? Eh bien, pour définir ce regard technique, je vais laisser parler Heidegger, qui, pour une fois, se caractérise par la clarté remarquable de son texte, et donc qui écrit dans La question de la technique en 1949. La citation est un peu longue, mais elle est très belle. Je cite Heidegger. Le dévoilement qui régit la technique moderne est une provocation par laquelle la nature est mise en demeure de livrer une énergie qui puisse comme telle être extraite ou accumulée. Mais ne peut-on en dire autant du vieux moulin à vent? Non. Ses ailes tournent bien au vent et sont livrées directement à son souffle. Mais si le moulin à vent met à notre disposition l'énergie de l'air en mouvement, ce n'est pas pour l'accumuler. Parenthèse, on voit la différence avec les agrocarburants par exemple. Une région, au contraire, est provoquée à l'extraction du charbon et de minerais. L'écorce terrestre se dévoile aujourd'hui comme bassin houillé, le sol comme entrepôt de minerais. Tout autre apparaît le champ que le paysan cultivait autrefois, alors que cultiver signifiait encore entouré de haies et entouré de soins. Le travail du paysan ne provoque pas la terre cultivable. Quand il sème le grain, il confie la semence aux forces de croissance et il veille à ce qu'elle prospère. Dans l'intervalle, la culture des champs, elle aussi, a été prise dans le mouvement aspirant d'un mode de culture d'un autre genre qui requiert la nature. L'agriculture est aujourd'hui une industrie d'alimentation motorisée. Une centrale électrique est mise en place dans le Rhin. Elle le somme de livrer sa pression hydraulique qui somme à son tour les turbines de tourner. La centrale n'est pas construite dans le courant du Rhin comme le vieux pont de bois qui depuis des siècles unit une rive à l'autre. C'est bien plutôt le fleuve qui est muré dans la centrale. Ce qu'il est aujourd'hui comme fleuve, à savoir fournisseur de pression hydraulique, il l'est de par l'essence de la centrale. Mais le Rhin, répondra-t-on, demeure de toute façon le fleuve du paysage. Mais comment le demeure-t-il? Pas autrement que comme un objet pour lequel on passe une commande, l'objet d'une visite organisée par une agence de voyage, laquelle a constitué là-bas une industrie de vacances. Fin de citation. Je trouve ça très intéressant de se dire que le fleuve n'existe plus par lui-même, il n'existe que pour la centrale électrique construite par l'homme. Tout n'existe que pour l'homme, tout n'existe que pour être exploité. Même le fleuve qui existait là avant. Et même le tourisme est une exploitation de la nature. C'est ce regard technique-là qui me semble devoir être remis en cause. Alors, que signifie donc, maintenant qu'on a vu ça, le fait que l'homme soit sujet d'écologie? Cela veut dire qu'il doit faire face au monde comme un sujet, avec toute la complexité que ce terme implique. Comme un sujet, et non pas seulement comme un spectateur, un expert ou un promoteur immobilier. Le sujet est celui qui est capable de dire « je », de faire sienne une question, une situation. Il faut se réapproprier la nature, non pas comme notre propriété, mais comme quelque chose de familier, c'est-à-dire comme notre propre. Non pas notre propriété, mais notre propre, ce qui est au plus intime de nous-mêmes. Il faut redonner son sens, par exemple, au terme d'environnement, qu'il ne soit pas un terme abstrait et culpabilisant, il faut sauver l'environnement, mais bien le milieu perceptif très concret où chacun s'épanouit. L'environnement, c'est pas ce dont on parle à la télé, l'environnement c'est là, c'est cette magnifique mer qui nous entoure, c'est cette plage précise de Quiberon dans laquelle nous sommes actuellement. De même, il faut que les phénomènes écologiques cessent précisément d'être des phénomènes pour être perçus comme des données sensibles, observables au quotidien. Ainsi, par exemple, le climat cessera d'être un problème réservé à la COP21. La COP21, vous savez, c'est ce grand sommet qui se tiendra à Paris au mois de décembre, réunissant tous les grands pays. Il faut que le climat cesse d'être un problème réservé à la COP21, mais qu'il signifie très, très concrètement pour chacun d'entre nous la disparition de telle ou telle fleur ou tel insecte dans un jardin familier. Il faut que les problèmes climatiques, ce soit « Ah tiens, il n'y a plus de neige en hiver maintenant. Il n'y a plus de neige à Noël, c'est rigolo. Il n'y a plus de papillons, c'est bizarre. Il n'y a plus d'abeilles. » C'est ça les problèmes climatiques. C'est pas des degrés de plus ou de moins
dans un barème. Voilà. Donc moi, je pense que c'est ça l'enjeu pour l'homme, d'être un sujet d'écologie. Enfin, pour conclure, car il me reste exactement 4 minutes, être un sujet, c'est être incarné. On est tous d'accord pour le dire. C'est être fait de chair et de sang. Et on tend un petit peu à l'oublier maintenant, quand on voit que la plupart des transhumanistes rêvent de voir leur conscience téléchargée sur un ordinateur ou d'avoir un corps fait uniquement de machines réparables. Il faut leur rappeler à ces gens-là qu'être un sujet, c'est avoir une chair, avoir du sang, avoir un corps. Cette incarnation, et je terminerai par là, a deux implications dans la question qui nous a intéressés. L'homme est incarné dans un milieu, une maison qu'il doit défendre comme son habitat, son lieu de vie, contre tous les promoteurs qui cherchent seulement à en tirer un profit maximal. Deuxièmement, l'homme est incarné dans sa chair, dans un corps qu'il doit défendre comme son identité la plus intime, comme lieu de la vie, contre tous les ingénieurs qui cherchent à le rendre plus performant en niant les limites de sa nature. Le corps que je suis et la maison que je vis sont les deux lieux de combat les deux lieux de combat où s'élabore, je l'espère, une écologie vraiment intégrale. Et sur ce point, j'aimerais donc vous parler, dans la minute qui me reste, d'une revue qu'on lance et qui est apparue. Donc le premier numéro est paru le 4 septembre, donc vous pouvez la commander en librairie. Parfois on m'a dit qu'elle se trouvait dans certains relais, mais bon, commandez-la en librairie, qui s'appelle Limite et qui cherche justement à définir cette écologie intégrale, à la combattre, à faire le lien entre les questions écologiques et les questions sociétales. Donc elle s'adresse à des gens comme vous, qui se sentent concernés par la mise en question de notre nature et de la nature en général. Elle a besoin de votre soutien parce que c'est une revue papier qui fonctionne uniquement avec l'argent des lecteurs. Il n'y a pas de publicité dedans. Voilà, on essaye d'être une revue indépendante, libre, la revue Limite. On devait en vendre ici, mais il n'y en a finalement pas de disponible, donc soutenez-nous. Voilà.